Fin d'année scolaire en approche, avec son lot d'incertitudes sur les années à venir. La marque de fabrique de la maison, tu me diras. Entre décrets qui promettent de bousculer les statuts, décisions prises tellement sur le tard qu'elles en deviennent infaisables, et d'autres trucs qu'on trouve juste dans l'éducation nationale. C'est l'actualité du mois de juin sur Capsule Éducation, et tu es en compagnie de l'AED décalé. Bienvenue au purgatoire. Les mathématiques comme une option facultative. À peine est-il arrivé que le nouveau ministre Papendiaï se retrouve à prendre une décision pour le moins étonnante, parce qu'elle va totalement à l'encontre de la politique émise par son prédécesseur. On le sait, Jean-Michel Blanquer avait supprimé les mathématiques du tronc commun dès la première générale. Mais il fallait bien qu'un nouveau virage à 360 degrés vienne, ou 180 degrés selon où tu te places. C'est officiel. La rentrée 2022 accueillera une option facultative de mathématiques d'1h30. Petit problème. Les DAG sont déjà complétés depuis un bail. De quoi compliquer nos histoires, forcément. Le gouvernement assure que ces heures n'empiéteront pas sur les répartitions déjà faites. Mais enfin, la question se pose quand même. Bah oui, les élèves ont déjà fait leurs vœux, ont déjà choisi leur spécialité. Et la DHG et de fait le TRMD sont déjà achevés. Il ne reste que la répartition des emplois du temps à ce stade de l'année. Assurément de quoi déstabiliser l'organisation. Le ministère a dévoilé une belle affiche pour expliquer en quoi il est bon de prendre cette option facultative quand on n'a pas pris une spécialité mathématique. On y croit ou non, et on se demande comment les maths pourraient réapparaître dans le tronc commun après 2022. Dans l'enseignement scientifique? Bonjour les dégâts et la disparition d'heures des SVT, de physique-chimie et de toutes les autres disciplines regroupées dans l'enseignement scientifique. Déjà que c'était pas folichon avant. Bref, option facultative qui va totalement à l'encontre de la volonté de l'ancien ministre. Et c'est assez ironique. C'est un retournement de situation voulu par le président. Suite à la rentrée 2022, avec un peu de peur quant à ce qui va arriver. Vers un recrutement local des personnels. Dans la lignée de ses annonces en septembre 2021 dans les écoles marseillaises, Emmanuel Macron persiste dans son idée de généraliser le recrutement des professeurs et des enseignants par les chefs d'établissement et les directeurs d'école. Pour l'instant, une simple expérimentation qui pourrait finalement devenir la norme dès la rentrée prochaine. Et c'est la liberté de choisir ses équipes qui revient devant la scène. Le 2 juin, le président et le nouveau ministre de l'Éducation nationale ont donc utilisé une nouvelle expression qui n'a pas manqué de déchaîner les craintes et la colère. Des bonjours aux écoles du futur, portées par une équipe rassemblée autour d'un même projet. Et quoi de mieux pour réunir une équipe animée des mêmes intentions que de la recruter soi-même, et pas sur la base d'affectation et de mutation. Syndicats pas très emballés, enseignants et professeurs plus que réticents, et l'idée que le président cherche à instaurer un échelon hiérarchique supérieur supplémentaire dans la relation entre les chefs d'établissement et directeurs d'école et leurs équipes pédagogiques. Pour rappel, le directeur d'école n'est pas encore le supérieur hiérarchique direct du professeur des écoles, même avec l'autorité fonctionnelle conférée par la loi RILAC. Cette autorité appartient encore aux IEN, pour l'instant. Alors quoi? On abandonnerait bientôt le système de mobilité par mutation? Tu me diras, avec ces inégalités, ce n'est pas forcément le système le plus intéressant. Mais est-ce qu'un recrutement local serait plus égalitaire et équitable envers les candidats? Pas totalement, hein. Ce sont les concours et les vœux qui répartissent les personnels selon les besoins et les nécessités. Alors une telle méthode apporte plus de risques et d'incertitudes qu'autre chose, en particulier pour les écoles et établissements isolés, ruraux ou en éducation prioritaire, qui voudraient candidater dans des zones difficiles d'accès. Voilà pourquoi une partie des personnels craint que le recrutement suive la méthode du privé hors contrat et une partie du privé sous contrat, malgré le fait que les professeurs du privé soient aussi recrutés via concours. Mais là, c'est encore autre chose. Le décret qui ouvre la porte à l'enseignant remplaçant fourre-tout. Oui, je sais, titre un peu racoleur, alors on va s'expliquer tout ça vite fait. Un décret paru le 20 juin 2022 s'adresse aux professeurs des écoles et aux professeurs des lycées professionnels. Et en substance, il y est dit que désormais,
Les PE pourront être affectés dans l'enseignement supérieur avec leur accord. Même chose avec les PLP qui pourront exercer en lycée général et technologique, au collège et dans l'enseignement supérieur dès lors que leur discipline s'accorde avec l'enseignement prévu par la formation. Et toujours sur leur accord, bien sûr. Mais l'enseignement supérieur, ils le font déjà. Disons juste qu'avec ce décret, ça devient complètement officiel. Combien de PLP enseignent en BTS, par exemple? En bref, il faut toujours un concours pour les enseignants titulaires, pas de souci là-dessus. Mais ce n'est plus le concours qui définit le cycle et le lieu d'exercice. Le PLP peut être appelé sur le LEGT. C'est complètement nouveau ça, y compris pour les PLP de matière professionnelle. Ou enseigner au collège, alors que la base du concours trouve ses sources en lycée, sauf pour les ateliers pro en SECPA. Et n'oublions pas, les PLP sont bivalents, c'est-à-dire que ceux qui enseignent dans les matières générales ont deux matières. Lettres histoire, lettres anglais, maths sciences, éco-gestion ou éco-droit. Et sachant que le lycée professionnel est amené à changer radicalement dans son fonctionnement pour laisser plus de place aux PFMP et moins de place aux heures de cours, on se doute qu'amener les PLP au collège sonne comme une façon de recycler l'enseignant, puisqu'il effectuera moins d'heures en lycée pro. Donc pourquoi pas lui faire effectuer plus d'heures dans un autre endroit? C'est pas beau les économies de budget et la destruction d'une voie déjà maltraitée comme jamais. Quant au PE, la possibilité de faire le saut entre le premier degré et l'enseignement supérieur s'accompagne d'incertitudes sur leur accompagnement dans l'adaptation à de telles différences. Enseigner dans le premier degré n'est pas du tout la même chose qu'enseigner dans le secondaire ou le supérieur, et vice-versa. Cependant, et c'est exactement le même problème avec les PLP, les professeurs des écoles n'enseignent pas qu'une seule matière, ils sont polyvalents. 10 disciplines, certes moins approfondies, mais 10 disciplines quand même. Et pendant ce temps, on attend encore que les professeurs des écoles et les professeurs de lycées professionnels puissent avoir accès à une agrégation. Oui, les PLP agrégés existent, mais une fois agrégés, ils ne peuvent plus enseigner en LP. Est-ce que ça pourrait changer avec le décret? Autre question. Cette possibilité d'évoluer hors du concours d'origine doit-elle permettre d'endiguer la pénurie de recrutement au concours, justement? Il semblerait que oui, pour le pire et pour le meilleur, mais surtout pour le pire, hein. Nouvelle du décret des assistants d'éducation. Ouais, plein de nouvelles et en même temps quasiment rien de concret. La loi pour combattre le harcèlement scolaire promulguée en mars 2022 prévoit de proposer un CDI aux assistants d'éducation arrivés au terme de leurs 6 années d'exercice. Génial! Une possibilité de professionnaliser un métier qui est encore vu comme une simple fonction prévue pour les étudiants. Sauf que le décret n'est toujours pas sorti et les AED proches de la fin s'impatientent. Ceux qui quittent leur fonction au 31 août de cette année ont été invités par les syndicats à envoyer en masse des demandes de dérogation pour une 7e année en CDD, en attendant la parution du décret. Dérogation refusée ou non selon les académies, mais depuis le 14 juin, la réponse n'est plus tout à fait la même. Au moins 4 rectorats annoncent un CDI effectif dès le 1er septembre, dans un courrier adressé à tous les chefs d'établissement, et demandent que les noms des AED concernés soient communiqués pour leur offrir le CDI dès l'apparition du décret. Ils insistent également sur le fait que l'AED en attente soit compté dans les effectifs jusqu'en septembre, pour bloquer les recrutements d'un potentiel remplaçant. Dans ce courrier, les concernés doivent aussi fournir des papiers tels que des RIB et des pièces d'identité pour anticiper le paiement. Parce qu'aux dernières nouvelles, le CDI serait pris en charge par le rectorat et plus par un lycée mutualisateur. Mais le recrutement resterait local et pas académique. Voilà, pas mal d'espoir ici et là, et aussi d'incertitude parce que d'autres académies refusent toujours les dérogations, et qu'il n'y a aucune communication ministérielle nationale pour confirmer ou infirmer. En l'état, tous les documents transmis par les rectorats ne restent que des papiers sans validité. Le prochain comité technique se tiendra le 6 juillet, et c'est dans ce comité que les conditions du décret doivent être présentées et étudiées pour validation attendue au 1er septembre. Nous verrons si les délais sont tenus, et on se fera un épisode hors série pour commenter le décret, ses conditions et ses conséquences une fois qu'il sera accessible. D'ici là, les établissements doivent choisir entre commencer le recrutement pour remplacer au cas où le décret soit trop tard, ou prendre le risque de devoir recruter sur le tard et commencer l'année sans une équipe complète. Et les assistants d'éducation en attente ne pourront peut-être pas partir en vacances l'esprit tranquille.
belle gestion dans l'éducation nationale. Dans les autres nouvelles du mois, face aux vagues de chaleur qui ont parfois atteint dans les 45 degrés dans certains départements, le ministère de l'Éducation nationale s'est décidé à autoriser écoliers et collégiens à ne pas se présenter en cours dans les 12 départements placés en vigilance rouge canicule. C'était le 17 juin. À l'heure où les élèves passent tour à tour BTS, bac et brevet, je me dois de rappeler qu'une majorité d'établissements et d'écoles ne sont toujours pas équipés pour faire face à une canicule de cette envergure. Autre nouvelle! C'est pas qu'on en prend conscience collectivement, mais si, on en prend enfin conscience. Les enseignants qui ont corrigé les épreuves de spécialité de mai ont été nombreux à s'inquiéter publiquement d'un changement de leur notation. En effet, pas mal de notes ont été remontées automatiquement. Le ministère appelle ça harmonisation, mais c'est difficile à avaler quand même des copies blanches ou des élèves absents voient leur 0 devenir un 2 ou un 4, si ce n'est plus. Bienveillance ou complaisance, erreur de saisie ou processus habituel de l'harmonisation. En tout cas, pas de quoi rendre service à nos élèves dont on demande déjà trop sur leur niveau, et respect de plus envers les enseignants qui prennent le temps de corriger. Une petite dernière. Après sa défaite écrasante dès le premier tour des législatives, l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer a quand même réussi à avoir une affectation sur Parcoursup. Oh mais ça va, je plaisante. Parcoursup n'a rien à voir. C'est simplement qu'un poste d'enseignement est censé être créé à la va-vite pour l'accueillir dans une université. Rappelons qu'avant d'entrer en politique, M. Blanquer a d'abord été ATER, puis maître de conférence, puis professeur agrégé. Pour l'instant, c'est-à-dire au 22 juin puisque c'est ce jour-là que j'enregistre, il ne s'agit que d'une éventualité de l'accueillir sur ce nouveau poste. Ce n'est pas encore acté ni confirmé publiquement. Sortie en lien avec l'éducation nationale. Le coaching professionnel du chef d'établissement. Agir pour le climat scolaire au collège et au lycée. Un ouvrage de 192 pages écrit par Céline Damon et disponible aux éditions Berger-Levrault. Apprendre aux élèves à décrypter la société. Un ouvrage de 159 pages pour le cycle 3, coécrit par Benoît Falaise, Léo Le Cardonnel et Jérôme Truc, disponible aux éditions Retz. Un nouveau souffle pour l'enseignement professionnel. Un rapport de Daniel Bloch disponible sur le site Terra Nova. Un petit point sur le podcast. De quoi ce mois de juin était fait? Au menu, l'épisode 8 posait la délicate question du pourquoi et du comment l'EPS est vu comme une discipline à faire disparaître, tant elle est mal aimée par de nombreux aspects, malgré tous les bénéfices qu'elle apporte. L'épisode 9 nous introduisait un nouveau personnel, le fameux adjoint gestionnaire qui n'a certes pas de classe en charge, mais qui n'est pas pour autant hors sol avec le reste de l'établissement. Dans l'épisode 10, on s'arrachait les cheveux sur la dotation horaire globale et le tableau de répartition des moyens donnés. De quoi comprendre un peu mieux la suppression de postes, la réduction d'heures et l'augmentation des HSE et des HSA. L'épisode 11 conclut le mois torride par une immersion dans le quotidien des ATSEM, personnel essentiel de l'école maternelle et en même temps pas très connu en dehors du premier degré. Voilà, un sacré mois qui s'achève là aussi. Et si tu avais peur, ne t'inquiète pas. Le podcast se poursuit pendant les grandes vacances. À ceci près qu'on alternera les formats pour varier un peu et se détendre. C'est les vacances quand même, alors vivons-les avec classe. En attendant, je te souhaite de tenir jusqu'à la toute fin de l'année et de te reposer corps et âme dès que tu en as l'occasion.